Donc, bonjour à toutes et à tous, notamment évidemment ceux qui sont les producteurs et audiovisuels et les auteurs, puisque nous avons lancé l'invitation de cette masterclass avec l'Observatoire de l'immatériel et notamment Mathieu Porchet qui va nous présenter un certain nombre d'éléments sur l'Observatoire de l'immatériel, donc avec les adhérents du SPECT, du SPI, qui sont deux syndicats de producteurs, et avec deux sociétés d'auteurs qui sont la SCAS, Société d'auteurs des auteurs de jeux, et la SCAM pour le documentaire. Je tenais beaucoup à cette masterclass dans la mesure où nous sommes dans le cadre de la filière des formats confrontés à de nouveaux défis qui concernent nos entreprises et le développement de nos créations et qui impliquent de notre part que nous soyons probablement plus familiers avec la manière de valoriser nos créations et nos entreprises, et même peut-être aussi de les manager dans une perspective plus claire et plus économique. Et donc, il me semble, pour connaître l'Observatoire de l'immatériel depuis quelques années, que la notion d'immatériel est, me semble-t-il, centrale pour notre secteur, la filière des formats et la nouvelle approche que nous sommes conduits à développer en ce qui concerne le financement des entreprises et des créations. Voilà, ça me semble très important. Avec Mathieu, on a vu ce qu'il était nécessaire de comprendre, en tout cas dans cette première étape, et nous vous proposerons à la fin de cette présentation une seconde étape qui pourra être une formation plus spécialisée, mais Mathieu en parlera. Je crois que Mathieu a aussi des invités de son côté. On essaye, il est 11h30, on essaye de ne pas dépasser 12h45 ou 13h. Ça veut dire qu'on essaye d'avoir une intervention avec toutes les personnes sur 1 heure, quitte à revenir sur des points plus particuliers. Et n'importe comment, nous distribuerons le document et les contacts qui seront nécessaires pour ceux qui voudront avoir des informations complémentaires. Donc je te laisse la parole. Mathieu, peut-être peux-tu rappeler aussi qui de ton côté as-tu invité? Alors, donc merci Philippe. Donc de mon côté, là, pour le bureau de l'Observatoire, il y a Benoît qui est là, j'ai vu qu'il a pu se connecter. J'ai également Émilie, donc qui pourront peut-être dire un mot là, juste après que je présente l'Observatoire. Il y a Karine qui parlera de son projet sur l'audio numérique qui est très en lien avec l'audiovisuel. Bonjour Karine. Il y a peut-être d'autres contacts complémentaires que je n'ai pas vus. Là, j'ai plus accès à qui est présent, hein, par contre. D'accord. Donc, encore une fois, gardez vos caméras allumées, allumez vos micros au moment des prises de parole. Et donc, j'enchaîne tout de suite, Philippe. Donc, sur l'Observatoire, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'association, donc c'est un think tank qui est positionné sur le sujet de l'immatériel, qui a été créé en 2007, avec deux grandes missions: travailler sur le sujet de l'immatériel, faire des propositions, discuter, valoriser le sujet des actifs immatériels et engager les entreprises à s'en saisir. Donc l'Observatoire, il y a un conseil d'administration avec des représentants de la puissance publique, dont BPI, dont l'INPI. L'Observatoire a été très en lien avec le ministère des Finances également. Et dans les activités de l'Observatoire, donc il y a ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, des actions de sensibilisation et de développement, et on travaille sur des sujets très ciblés. Par exemple, en ce moment, on a un groupe de travail qui est dédié à la raison d'être dans les entreprises et comment cette ressource immatérielle elle peut être saisie et comment on peut l'utiliser pour la croissance d'une entreprise. Benoît, Émilie, est-ce que vous voulez juste dire quelques mots, peut-être? Est-ce que vous...
Bonjour. Donc effectivement, je suis un des membres de l'Observatoire. Bonjour. Voilà. Et le sujet m'intéresse au-delà des travaux de l'Observatoire pour mon métier, puisque moi je suis un des fondateurs du groupe Hopscotch. On est sur les métiers de la communication, de l'événementiel. On produit aussi beaucoup de formats. Alors certes, ils sont tous à objectif de communication et commandés par une entreprise ou une collectivité, donc c'est un peu différent des formats qui sont les vôtres, mais je pense qu'on a des enjeux assez proches. Et puis sur une partie plus culturelle, on est aussi organisateur de festivals, puisque dans le groupe, il y a le Public System Cinéma. Voilà, donc des sujets qui m'intéressent à la fois pour les travaux de l'Observatoire et pour Hopscotch. D'accord, merci beaucoup. Émilie? Oui, bonjour, moi je suis Émilie Lesage-Périlleux. Exactement comme Benoît, en fait, je suis intéressée à deux titres de participer à la masterclass en tant que membre du bureau de l'Observatoire de l'immatériel et puis je suis également responsable du domaine juridique et propriété intellectuelle au sein de la direction de l'innovation de chez BPI France. Et en fait, il se trouve que BPI France a une dynamique orientée autour des industries culturelles et créatives. Absolument. Donc, exactement, le sujet format fait partie de cette dynamique. Et donc, Apex, il y a quelque temps, une ouais, masterclass avec lui et avec Sébastien Saunier de l'IFSIC. Ils étaient tous les deux en tandem et un tandem extrêmement dynamique. tout à fait. Et en fait, quand on parle d'une dynamique de BPI France, on parle d'une dynamique de financement, ce qui est plutôt sympa. Et ce qui suggère aussi qu'on a un travail à faire, nous, en interne, auprès des chargés d'affaires, pour qu'ils comprennent en fait tous les enjeux qui peuvent exister autour notamment de la dimension immatérielle qui est très présente pour les industries culturelles et créatives. Donc moi, je fais la frontière notamment avec le sujet de la propriété intellectuelle. Voilà, c'est un sujet en fait qu'on est en train d'essayer d'embrasser un petit peu sous toutes ses formes, puisqu'il est évidemment protéiforme. Et l'idée, c'est d'avoir une dynamique qui permette aux chargés d'affaires finalement d'orienter leur financement en ayant à cœur d'avoir recouvert tous les sujets. Donc voilà, c'est en tout cas une super initiative que celle-ci de nous avoir rassemblés au cours de cette masterclass. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc ici, une première slide pour poser un peu le périmètre. Donc sur la gauche, c'est des informations pour les personnes qui ne sont pas familières avec la filière de l'audiovisuel. Donc on parle beaucoup de format. Donc en gros, un format, c'est un programme audiovisuel avec un certain nombre de caractéristiques. C'est un format, un programme déclinable et reproductible sur plusieurs saisons et qu'on va pouvoir exporter sur d'autres territoires. Par exemple un jeu télévisé ou un documentaire. Donc vous voyez, il y a un petit schéma sur la gauche encadré par des pointillés. Un format, finalement, c'est une espèce de processus créatif, c'est une idée de développement qui va être plus ou moins, qui va avancer au cours du temps, qui va passer entre les mains de différents acteurs, qui sont les acteurs réunis aujourd'hui, qui vont faire évoluer cet objet jusqu'à aboutir au final à un objet, un format qui sera consommé par des spectateurs ou des téléspectateurs. Donc, par rapport au format, on peut se poser un certain nombre de questions et en particulier, la valeur d'un format, quand est-ce qu'elle va s'exprimer? Est-ce que c'est uniquement quand le format va rencontrer les téléspectateurs ou ça va s'exprimer tout au long de la création du format? Où est-ce que le format a le plus de valeur? À quel moment de sa création, au niveau du processus? Finalement, la valeur d'un format, est-ce que c'est son prix sur le marché, ce qu'il va rapporter quand on va le faire consommer à des téléspectateurs? Donc, c'est un certain nombre d'interrogations. Et si on fait un pas de côté, finalement, les acteurs de la filière audiovisuelle, finalement, ils sont impliqués dans la gestation, la maturation du format. Pour autant, la valeur pour eux, elle n'est pas nécessairement là. La valeur qu'ils vont apporter, la valeur qu'ils vont eux-mêmes porter, elle n'est pas dans le format en tant que tel, elle est dans tout ce qui va se trouver dans ces sociétés-là et tout ce qu'elles pourront mettre en avant et qui économiquement va les faire avancer évidemment.
Donc, comme le disait Émilie et Philippe, récemment, il y a eu une intervention de BPI pour parler du sujet des formats, du plan Tech and Touch, qui a été mis en place par BPI et qui est destiné aux acteurs des filières on va dire, industrie créative et culturelle. Donc, vous avez eu l'occasion de rentrer un peu dans le détail des propositions. Et quand on va parler des sujets immatériels et de la valeur, ce qui est intéressant, c'est que là, BPI, c'est un acteur de financement, donc il y en a d'autres. Hein. BPI, c'est un très gros acteur public. On peut envisager des investisseurs privés, par exemple. Il y a des critères quand on veut rentrer dans les investissements, quand on veut bénéficier de l'appui d'un investisseur. Donc vous voyez sur la gauche, il y a un certain nombre de critères côté BPI. Donc là, faut être dans la bonne industrie. Donc la filière audiovisuelle, ça tombe bien, c'est en plein dedans. Ensuite, pour être éligible, ce que BPI va demander, dans le cas présent, c'est un business model qui repose à la fois sur de la créativité et des contenus. Donc ça, tout le monde peut cocher la bonne case. Et ensuite, une innovation qui peut être technologique, d'usage ou de modèle économique. Donc j'ai un acteur qui est BPI qui me dit « je suis prêt à vous financer ». Mais il y a des critères. BPI, c'est un investisseur qui est très ouvert d'esprit. Donc vous voyez au niveau central, j'ai mis un autre élément que vous pouvez trouver sur le site du BPI qui est dans un rapport, c'est qu'est-ce que c'est l'innovation pour BPI. Donc il y a deux axes. Au niveau de l'axe horizontal, il y a le niveau de l'innovation qui part de incrémental jusque radical. Donc pour BPI, une innovation, elle peut être incrémentale. En gros, c'est quelque chose de nouveau qui améliore des propositions existantes, jusqu'à radical, où je vais bouleverser le marché, apporter des choses étonnantes, voire créer un nouveau marché. Dans le cas du plan Tech and Touch, donc je prends celui-ci parce que vous le connaissez, hein, ce qu'on vous demande, c'est éventuellement de mettre en avant une innovation technologique pour être financé. Donc vous voyez, il y a des exemples sur des icônes et quelques mots là sur des sociétés. Je prends Pixium qui est tout à droite sur une innovation radicale. Donc c'est une société très tech dont la proposition de valeur, en gros, c'est de soigner la cécité avec des dispositifs implantables sur la rétine pour restaurer la vue chez les personnes qui ont des problèmes de vue. Donc c'est des solutions très techniques, une innovation qui est totalement bouleversante et très technique. Donc j'ai un sujet où je vais avoir des brevets, où je vais avoir du logiciel et tout un tas de choses plutôt complexes où j'ai besoin d'ingénierie. Si je prends le sujet qu'on vous propose également, c'est l'innovation d'usage. Dans la ligne innovation d'usage, vous avez par exemple le groupe SEB, donc le groupe électroménager. Les gens de ma génération se souviennent que leur mère leur faisait des frites avec des friteuses à huile. Et un jour, SEB a sorti la friteuse sans huile, une petite innovation qui a ouvert et développé des marchés. Mais en tout cas, il y a certes un peu de technique, mais pour autant, c'est une innovation dans l'usage parce que le consommateur a fait une bascule entre je mets beaucoup d'huile pour faire mes frites et il y a des arguments de santé sans doute, je passe sur autre chose, une friteuse sans huile. Une troisième possibilité qui est proposée sur ce plan-là, innovation de modèle économique. Donc là, c'est très ouvert, on peut faire plein de choses. Il y a vente privée par exemple ou Blablacar. Blablacar, je bouleverse le système de transport et je propose des services de covoiturage. Donc quand vous allez remplir un dossier chez BPI ou chez un autre investisseur, ce qu'on va vous demander souvent, c'est est-ce que votre projet est compétitif? Moi qui investis, est-ce que je vais me retrouver dans le projet? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Je vous en donne, il faut que j'en récupère en sortie. Donc démontrez-moi que vous avez une proposition innovante, apportez-moi des éléments de preuve et donnez-moi des outils de conviction qui me démontrent que votre projet est viable à moyen, à long ou à court terme, parce que je mets de l'argent aujourd'hui et je voudrais en récupérer plus tard. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants dans les discussions. Et en fait, un des sujets, c'est comment est-ce qu'on va prouver à ces acteurs-là qu'on peut agir sur les sujets de l'immatériel. Tous les acteurs de la filière... Juste une chose, Mathieu, je peux t'interrompre 30 secondes. Sur le tableau précédent, ça recoupe le travail que nous faisons par ailleurs pour être capable d'être candidat au crédit impôt innovation. Et dans l'innovation de format, on a montré, et on est en discussion avec nos interlocuteurs, que cette innovation de format avait 3 ou 4 dimensions principales. L'innovation de contenu éditorial, qui est plus compliqué évidemment à traduire, mais que l'on peut traduire à travers je dirais les banques de données
montrant le caractère innovant et inédit de cette création. La création technologique qui est souvent d'ailleurs portée par le prestataire technique qui est en relation avec le producteur. Des innovations techniques, il y en a beaucoup dans les formats. Une innovation aussi commerciale ou d'usage et une innovation organisationnelle aussi, dans la mesure où le format demande aujourd'hui une productivité et une organisation qui est beaucoup plus proche de l'industrie, je dirais, que de l'artisanat comme on pouvait le penser auparavant. C'est juste ça que je voulais rappeler à tous et te préciser. Ok. Donc, les acteurs de la chaîne du format audiovisuel, en fait, c'est des entreprises comme dans tout un tas d'autres secteurs, et chacune des entreprises va être confrontée à des partenaires avec des compétences variées, donc des partenaires sur le volet financier, comme BPI, pour qui, ou comme des banques, comme des assureurs, le sujet de l'immatériel, en fait, ces acteurs-là vont l'aborder avec leur propre filtre. Donc un financier, vous allez lui dire, j'ai des ressources, moi je suis dans l'économie de service, et tout ça, comment je le matérialise? Le financier va vous dire, moi je veux des actifs immatériels, par exemple des brevets, de la réputation, et mon sujet, c'est quelle est la valeur de vos actifs, quel risque il y a autour de ces actifs, et je dirais le risque et la valeur dans le temps, comment ils vont évoluer. Ça, c'est la vision des financiers sur l'immatériel. En dessous, je vous ai mis la vision des acteurs de la comptabilité. Donc, vous avez sans doute tous été confrontés à des experts comptables. Un expert comptable, vous lui posez une question, il vous dit la norme temps dit ceci. Donc, la partie comptable sur l'immatériel, elle est pilotée par des normes qui sont plutôt lisses au niveau international, évidemment avec des déclinaisons locales, mais en tout cas, une manière d'aborder tous les aspects immatériels dans l'économie de service, c'est de se référer à des normes. En dessous, je vous ai mis la partie juridique. Donc, moi, c'est un peu aussi mon profil, la partie juridique. Dans le contexte juridique, on va parler de propriété intellectuelle, notamment. On va parler de contrat, mais en tout cas de circulation de choses et d'organisation avec des contrats. Vous êtes aussi confronté à des acteurs qui sont là pour vous accompagner sur le volet ressources humaines. Donc, quand vous discutez avec des acteurs DRH, vous leur dites immatériel, tout de suite, ils vont basculer sur « Ah bah oui, mais il y a des enjeux de compétences. » La compétence, c'est des choses qui ne sont pas forcément tangibles, c'est porté par les personnes, ça peut circuler. Donc tout ça, c'est une vision très RH. Ensuite, des acteurs de la communication, pour eux, ils vont vous dire « Ah bah ok, oui, bien sûr, il y a de l'immatériel chez vous. L'immatériel, c'est les valeurs que vous portez, c'est le branding, c'est tous ces éléments-là qui sont très en lien avec la communication. » Donc en fait, tous les acteurs auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entreprise dans le domaine de l'audiovisuel, ils sont partout, ces acteurs-là, ils accompagnent toutes les filières. Et un des enjeux, c'est est-ce que finalement, il y a un langage commun, il y a des outils communs qu'on peut utiliser pour mettre en évidence les leviers de compétitivité dont disposent les entreprises dans différents secteurs et qui soient accessibles à tous. Donc, je prends l'exemple du format, parce que quand on parle de l'audiovisuel, la première chose qu'on peut évoquer, c'est le format, qui est cet objet un peu exotique pour certains, et finalement, comment est-ce qu'on peut s'en saisir? Donc là, moi, je vous donne mon biais juridique, ce qui est le biais de la propriété intellectuelle. Encore une fois, le format, c'est cet objet en transition au sein de toute cette filière, un objet qui est créé jusqu'à un objet qui est consommé. Et avec un biais propriété intellectuelle, ce truc qui traverse tout ce secteur, comment je vais jouer avec et comment je vais le matérialiser? Je vais vous dire, c'est un objet de droit, probablement plutôt de la propriété littéraire et artistique. Je vais pouvoir faire des contrats autour de cette proposition de format initial qui est très vague, très floue, qui est faite par des auteurs. Je vais parler de droit d'auteur, justement. Et puis, en fin de filière, au moment où j'ai des acteurs qui seront impliqués dans le format, j'aurai des droits d'auteur et aussi des droits d'auteur-interprète. Donc, en fait, j'ai un certain nombre d'outils en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle pour matérialiser, pour faciliter la transition d'un objet qui est commun à toute cette filière-là. Donc ça, vous voyez, moi j'ai mon biais, je suis un acteur commun à plein de filières et je peux me saisir de choses immatérielles. Si je reviens sur qu'est-ce qui est commun à toutes ces entreprises... Juste un point, Mathieu, on avait prévu que je pouvais éventuellement intervenir. Sur la propriété intellectuelle, je voulais te préciser et rappeler un peu à tout le monde,
qu'on a fait un progrès décisif en fin d'année dernière, puisqu'on était dans un secteur où, au fond, l'auteur, donc la propriété intellectuelle, ne concernait que les formats de stock, donc fiction, documentaire, animation. Et depuis la fin de l'année dernière, les formats de jeux et de divertissement entrent de plein pied dans la création audiovisuelle et sont soumis à la propriété intellectuelle, dans la mesure notamment où on a réussi à faire reconnaître la notion de créateur, d'auteur de formats de jeux et de divertissement, ce qui n'était pas le cas, et c'est un pas très important pour aller dans cette direction que tu indiques. Ok, merci Philippe. Donc, si je prends du recul, là je ciblais un objet qui est le format. Est-ce qu'on va dire que le format, c'est une ressource immatérielle pour les acteurs de la filière? Finalement, pas tant que ça, c'est un truc qui circule dans cette chaîne de valeur. Mais si je prends chacun des acteurs indépendamment, par rapport au format, il va proposer un service, il va proposer un accompagnement, il va proposer des ressources particulières, des compétences. Et la valeur de cet acteur, la manière dont il va pouvoir aller, je dirais, convaincre des investisseurs de le soutenir, de travailler avec lui, c'est pas tant en parlant du format qu'en parlant de ses propres ressources immatérielles. Le format, c'est un objet en transition qui passe à un moment donné entre ses mains et il transforme simplement. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'immatériel, il y a tout un tas d'outils qui ont été développés. Donc là, vous voyez sur la droite, je vous présente un outil qui est assez simple à saisir, sur lequel l'Observatoire a travaillé et dont il a facilité la mise en place, qui s'appelle Capital Immatériel, qui est une grille d'analyse qui permettent de traverser la valeur d'une entreprise et d'identifier ses ressources immatérielles avec 10 thématiques clés. Alors, sur ce sujet-là, je vais vous parler de 4 thématiques. On pourra plus tard, là, dans la discussion, rentrer dans le détail. Et ensuite, on aura l'exemple du projet de Karine, sur lequel elle s'est saisie justement de ces ressources-là. Donc, la ressource identité, par exemple, c'est les valeurs d'une entreprise, la manière dont elles vont s'exprimer en interne, en externe, c'est la manière dont elle va parler à ses clients, c'est je dirais, tout son rayonnement et comme ce rayonnement va être perçu par son environnement. Donc si vous discutez avec des gens de la communication, ça fait partie des sujets sur lesquels ils vont être très attentifs, ils vont toujours vous dire oui, l'identité, l'identité, l'identité. Une autre ressource, les collaborateurs. Donc collaborateurs, ça englobe les salariés, mais pas que. Collaborateurs, c'est très vaste, c'est aussi les compétences des salariés, c'est les relations entre la direction et les salariés, c'est les acteurs qui sont très proches, éventuellement des sous-traitants très réguliers, et qui vont constituer ces forces vives qui vont animer la structure. Une autre ressource immatérielle, l'organisation. L'organisation, c'est peut-être celle qui peut paraître la plus abstraite, mais dès lors que vous êtes dans l'économie des services, vous avez des processus en place au sein de vos entreprises, et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser, parce que la manière, si je prends l'exemple très simple d'un restaurant qui vend des pizzas, la manière dont le restaurant qui est en bas de chez moi fait des pizzas, moi j'aurais tendance à vous dire, elle est bien meilleure que 200 mètres plus loin, parce que le chef a un processus dans lequel il y a beaucoup de truffes, et moi j'aime beaucoup les truffes et les intègre de manière parfaite. Donc tous ces sujets d'organisation, si on les approche d'un point de vue ressources immatérielles, ça permet aussi de mettre en avant des outils de compétitivité et de rebond. Une dernière ressource qui n'est pas la moindre, c'est la ressource client. Et en fait, dans ce référentiel capital matériel, la ressource client, elle va permettre de dessiner la manière dont l'entreprise est en relation avec ses clients, l'adéquation de son offre de valeur par rapport aux besoins, comment ces choses vont évoluer et comment ça peut avancer. Donc ça, c'est à peu près le périmètre d'un outil qui permet d'analyser l'immatériel. Et quand vous allez discuter, notamment avec un investisseur, ce qu'il va vous demander, c'est « bon, ok, vous voulez que je vous finance ? Très bien. Par contre, quelle est votre stratégie pour être plus compétitif, pour avancer, pour faire des choses ? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre ? Et finalement, quelles ressources immatérielles vous allez mettre en œuvre ? Quelles ressources vous avez aujourd'hui ? Est-ce que vraiment vous les maîtrisez? Comment vous les maîtrisez? Est-ce que vous allez les activer? Est-ce que vous allez les renforcer? Donc ça fait partie des questions et des sujets sur lesquels nécessairement vous allez être amené à travailler. Par rapport à ça,
Je vais vous parler de l'audio numérique. Donc, l'audio numérique, c'est le périmètre des podcasts. Donc, c'est un sujet, je pense, dont vous êtes au moins familier parce que vous avez écouté des podcasts à un moment donné. Donc, c'est une filière qui est assez similaire à celle de l'audiovisuel. Donc, ici, là, c'est l'extrait d'un rapport. Vous avez toutes les références en bas des textes, hein, à chaque fois, vous pourrez le récupérer. Donc, c'est une vision de cet écosystème-là. Donc, vous avez des curateurs pour des podcasts, vous avez des créateurs de podcasts, donc il y a un sujet d'auteur, vous avez des distributeurs, des régies publicitaires. Donc, c'est un écosystème qui tend vraiment à s'organiser de manière très claire. Une chaîne de valeur qui est identifiée dans ce rapport avec différents acteurs. Et finalement, le podcast audio, on peut le rapprocher on va dire, du format audiovisuel où il y a de la création au départ et une consommation en sortie, une consommation dans le cas des podcasts par du grand public et aussi au sein d'entreprises, qui est un peu une spécificité du marché des podcasts. À la différence de l'audiovisuel, ce marché-là, je dirais, les coûts de production sont moindres parce qu'on reste sur de l'audio. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le rôle, les activités des acteurs de la filière est peut-être beaucoup plus fluide que dans le secteur audiovisuel parce que certains acteurs agrègent différentes compétences et différentes offres de valeur. Donc en tout cas, c'est un marché qui est en croissance en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et donc, ce que je vous propose, et je vais passer la parole à Karine, c'est de voir comment une entreprise, un projet, dans le cadre de sa stratégie, dans la perspective d'aller lever de l'argent, s'est saisi de ses ressources immatérielles et a décidé de les activer pour avancer. Donc, sur la droite, là, je vous ai mis un certain nombre de choix stratégiques qui sont des stratégies classiques qui sont en général acceptées, proposées par BPI. Donc, si vous voulez être compétitif, catalyser sa croissance, c'est très intéressant. Et pour catalyser sa croissance, engager ses cibles, c'est une des actions prioritaires. Donc Karine, ce qu'elle a fait, elle a travaillé sur l'identité, qui est une valeur très forte dans son projet, et ça a eu un impact tant sur l'organisation que sur les collaborateurs et les clients. Karine, est-ce que tu es là et est-ce que tu peux prendre la parole et me confirmer que tu es là? Oui, je suis bien là, je viens d'activer mon micro, donc normalement tout va bien. Voit. Merci beaucoup. Alors Karine, qui es-tu? Alors, donc, je suis Karine Fillot. Aujourd'hui, je dirige une société qui s'appelle Hack the Radio. Ça, c'est le nom de la société. Mais le nom du projet aujourd'hui, c'est Elson. Donc, ça a été un cheminement de Hack the Radio jusqu'à Elson. Moi, j'ai commencé la radio quand j'étais ado et à 16 ans. Et puis, je suis rentrée après mon bac à Radio France. J'ai fait mes études en parallèle liées au numérique, à la gestion de projets multimédia. Et finalement, ce que je faisais il y a 20 ans et aujourd'hui, finalement, c'est un cheminement dans lequel il y a eu ce moment long et fort qui était celui de Radio France et qui m'a permis ensuite de dessiner un peu le projet que je fais aujourd'hui. Donc, moi, j'ai travaillé aux antennes, ensuite j'ai travaillé au format transmédia, multimédia, nouvelles écritures pendant quelques années, entre 2014 et 2016 notamment, où c'était aussi un lieu d'observation justement de ces formats parfois hybrides entre la radio, l'audiovisuel, l'écrit. Et puis c'était aussi un moment d'observer les usages qui étaient en train de changer, d'émerger en tout cas sur l'écoute de podcasts, à la fois de la part des auditeurs, avec la réécoute, mais aussi de l'écoute de nouveaux formats qui allaient arriver, ces formats du podcast natif, parce que des nouveaux créateurs également commençaient à émerger grâce à la technologie du podcast. Je suis partie en 2016 avec une idée en tête, c'était de travailler à la fois sur la valorisation des contenus produits par la radio et produits par les premiers podcasteurs et studios de podcast, pour essayer de faire le tri au milieu des podcasts. C'est ça qui a été un peu mon moteur. Mais en parallèle de toute ma carrière, j'ai toujours aussi mené des ateliers et désormais de la formation au podcast. Alors du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire finalement de Hack the Radio et peut-être d'Elson ensuite? Ouais. Du coup, quand je suis partie, j'ai commencé à travailler au départ à ce qui était qu'une idée, qui a dû porter un nom qui s'est appelé du coup Hack the Radio. Je suis allée me former au code dans une école qui s'appelle Le Wagon, et en fait c'est là qu'est née finalement la première mouture de ce qui allait être ensuite Elson, à travers donc un premier prototype qui visait du coup à agréger des podcasts pour en faire une première recommandation, puisque c'est ça aujourd'hui qu'on développe.
on développe en fait un service aussi d'écoute et de recommandation de podcasts. Donc la première identité, elle a été faite en une semaine. On peut peut-être regarder les slides que je t'ai envoyés, Mathieu. Donc ça, c'était en avril 2017. C'était un prototype qui tournait plutôt, qu'on avait mis, je crois, sur Internet, mais qui n'était pas visible. Et puis à ce moment-là, on a commencé à réfléchir au moyen le plus simple, finalement, après ce premier prototype qui était un site web, le moyen le plus simple d'essayer de recommander des podcasts le plus directement possible. Et là, une idée est venue, un chatbot audio. Et l'idée, on l'a laissé tomber, mais ça nous a valu, en tout cas moi, ça m'a valu de recevoir un prix qui s'appelle Next Journalism, qui s'appelait, où j'étais la première lauréate. Et du coup, ça a un peu bousculé un peu les choses. C'était un prix lancé par une école de journalisme en France, le CFJ, et son équivalent à Harvard, la Fondation Nieman. Du coup, on s'est retrouvé à devoir matérialiser en fait ce qu'on faisait à travers un nom qu'il fallait assumer. Donc on n'avait pas trouvé le nom définitif, Hack the Radio, et donc on a commencé à mettre une page d'attente. On a eu du coup 300 personnes en France et 200 aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'est née en fait la première identité qui était très do it yourself. C'était une photo de Florent avec qui j'ai collaboré à l'époque. Et donc c'est le deuxième visuel qu'on voit. Et puis à ce moment-là, il était évident qu'en fait il fallait que ce qu'on avait, moi ce que j'avais particulièrement en tête, ça puisse se matérialiser en termes de mood et d'identité de marque. Et donc j'ai travaillé à ce moment-là avec une planeur stratégique qui s'appelle Charlotte Le Gabrian, qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Et finalement, ça a été une construction à la fois de la marque, mais aussi des constructions de la production de valeur, de ce qu'on allait créer en termes de valeur autour de la marque, et du produit qui allait du coup se poser à un moment donné et évoluer. Tu peux passer peut-être les slides suivantes. Voilà, donc là, on est sur... après le prix, on avait des gens qui attendaient. On a sorti un nouveau prototype avec des visuels faits maison. Ça, c'est une photo que j'avais prise il y a quelques années. Et du coup, on commençait là à avoir un rapport de sensibilité parce qu'on est sur quelque chose qui est l'écoute, qui est l'audio. Et donc pour nous, il fallait qu'il y ait une petite touche, même si elle était à minima, même si elle était faite avec les moyens du bord. Donc ça, c'est les premières moutures que le public en fait a pu découvrir. Et on a aussi travaillé du coup sur tout ce qui était éditorial, comment on fait un raccord entre une sensibilité éditoriale et une sensibilité aussi graphique. Voilà. C'était toujours sur le nom Hack the Radio qu'on a gardé du coup assez longtemps, puisque ça a été un processus en fait de trouver quel allait être le bon nom qu'on voulait défendre. Et donc voilà, donc ça c'est de cette manière-là qu'on a travaillé en fournissant des images à Charlotte, qui a fait le tri au milieu de tout ça, avec une réflexion sur les valeurs en fait qui nous caractérisaient aussi dans ce qu'on voulait produire, puisqu'on se situait pas nous en tant que producteurs de podcasts à ce moment-là, on était plutôt dans écouter les podcasts des autres, les valoriser, puisque c'était ça le curseur du service d'écoute, mais en voyant aussi qu'il fallait qu'on soit en fait un média, qu'on assumait d'être une start-up avec un ADN tech, parce que du coup on a commencé à construire notre brique d'agrégation, une API, etc. Mais qu'il y avait cette dimension média et qu'il fallait qu'on l'assume, puisqu'on prenait aussi la parole à travers notre curation. Donc voilà sur l'approche un petit peu de branding, et c'est à travers ce travail qu'on a commencé à chercher notre charte graphique, le logo, etc. Du coup, il y a eu ce moment quand même qui s'est accéléré d'effervescence autour du podcast, où on avait finalement déjà quelque chose qui tournait, même si c'était en version prototype, et on a commencé du coup à sortir une première version d'un site web responsive. C'était un choix de ne pas faire d'application à ce moment-là. Pour essayer d'avoir un public plus large, un public de gens qui écoutent la radio et qui n'étaient pas encore précisément dans l'usage du podcast. Et donc voilà, ça aboutit à cette déclinaison en fait aujourd'hui du coup du site et une identité graphique. Évidemment, on a fait évoluer. Les premières baselines, c'était autour d'idées de plonger dans le monde du podcast, puis ensuite du rapport au son en tant qu'écoute. Mais il devenait évident au fil de ce qu'on faisait, à la fois sur le service d'écoute, mais aussi de tout ce qui s'est passé en termes de rencontres, de l'association également avec
avec Stéphanie, qu'en fait, il y avait autre chose derrière ce qu'on produisait. Il n'y avait pas uniquement le rapport à l'écoute, mais il y avait aussi le rapport à la création. Et donc, en fait, moi, quand je suis partie, je suis partie pour ce projet ambitieux qui est aujourd'hui Elson. Mais par le passé, j'avais déjà finalement des sortes d'actifs immatériels qui existaient, notamment Tac Tac Tac, qui a eu une vie associative, une vie d'auto-entreprise, et qui maintenant est dans les activités du coup de la société. Et Tac Tac Tac, en fait, c'était des ateliers radio. C'est devenu aujourd'hui un organisme de formation. Et donc, au départ, c'était deux propositions de valeurs qui étaient assez différentes. D'un côté, on avait focalisé sur l'écoute avec Elson, et de l'autre côté, il y avait ce site internet qui existe depuis 2015, qui était déjà bien référencé, sur lequel j'ai vu la demande évoluer, de demande de se former au podcast. Et il est devenu évident qu'en fait, une des valeurs et un des curseurs aussi de ce qu'on était en train de créer, c'était quand même le rapport à la pédagogie, le rapport à l'apprentissage. Et qu'en fait, tout ça, pour nous, c'était évident que ça allait être lié à un moment donné, mais il y avait un rapport de moment, il fallait les articuler. Et donc, du coup, l'approche autour du branding, ça a aussi constitué, ça a été constitué aussi de ce rapprochement d'identité et d'activité. Tu peux passer peut-être à la slide suivante, Mathieu. Et donc, en fait, ça, c'est l'état aujourd'hui de notre homepage sur elson.fr, qui, du coup, est conçu comme un projet global autour de l'audio, en défendant un projet de plateforme d'écoute et de recommandation. D'ailleurs, on parle plus, nous, de service d'écoute, et qui va essayer, c'est son challenge, d'implémenter un business model pour essayer de faciliter à la fois la découverte des podcasts, quel qu'il soit, dans l'écosystème ouvert et pas exclusif, et en même temps, d'essayer aussi, pour que ce modèle existe et que des gens soient prêts à payer pour s'abonner à un service de podcast et de recommandation, de pouvoir financer aussi la création. Et donc finalement, le travail avec les auteurs qu'on avait posé évidemment dans le BP comme un maillon important, eh bien, il fallait le nourrir aussi d'une montée en professionnalisation de ces gens qui sont podcasteurs aujourd'hui, auteurs demain, de ces auteurs qui de plus en plus viennent par la formation justement au podcast, qui viennent de l'audiovisuel, du théâtre, voilà. Et du coup, avec l'arrivée aussi de Stéphanie, mon associée, c'était évident que ce projet devait être global de plus en plus, et c'est ce qu'on essaie de constituer aujourd'hui, d'essayer de montrer en fait que finalement, entre ceux qui écoutent, ceux qui créent et ceux qui apprennent à créer, tout ça constitue un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, l'identité en fait de nos différentes activités, de plus en plus en fait, elle fusionne autour d'une proposition, autour de la formation au podcast et l'accompagnement en professionnalisation, autour d'un service d'écoute qui est vraiment le challenge pour 2021-2022 avec du coup une démarche de levée de fonds qu'on commence à la rentrée pour essayer de démontrer et d'éprouver ce système vertueux au coût du podcast et avec une approche très différente de nos concurrents qu'on a vu évoluer, qu'on a vu pivoter d'ailleurs depuis 2 ans maintenant. Avec aussi du coup le constat qu'aujourd'hui le podcast finalement c'est un format aussi audiovisuel, c'est un format dont on voit que il est nourri par l'écriture, qui va jusqu'à l'édition, qui va jusqu'à la production audiovisuelle. Et donc nous venons de lancer là nos premières activités de studio de création de podcast avec Stéphanie, mais avec un enjeu très fort de collaboration à la fois avec des auteurs, mais aussi avec des acteurs de l'édition et de l'audiovisuel. Et donc, par rapport à ça, Karine, donc là, on voit que le projet s'est construit autour d'une identité forte, qui a été quand même très structurée, qui permet d'agréger pas mal de choses. Le lien que tu peux faire avec les ressources que sont les collaborateurs au sein d'Elson, que ce soit aussi le sujet des clients et les aspects organisationnels, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Ouais. Alors peut-être du coup, j'ajoute juste peut-être en 4-5 minutes dans la mesure où on puisse te laisser conclure et puis ouvrir le débat avec les autres, même si évidemment la trajectoire que décrit Karine est extrêmement intéressante et claire aussi ce que les producteurs semblent savoir réellement sans en prendre conscience aussi suivent.
Alors du coup, je te propose de passer les slides juste d'après pour du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a généré depuis, parce que du coup aujourd'hui on est un organisme de formation, on a une communauté en fait d'apprenants depuis le début, depuis maintenant plus de 3 ans, et du coup c'est aussi grâce à ça qu'on s'est rendu compte que finalement les futurs podcasteurs, on les voyait passer, les futurs auteurs, on les voyait passer, et en fait, on les a tout de suite agrégés dans une communauté. Là, c'est l'identité, tu peux passer peut-être au slide d'après. Donc, avec effectivement des partenaires avec nous pour essayer de faire cette acculturation. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait constitué une communauté d'alumni, d'anciens apprenants qui vivent toujours à travers nos réseaux collaboratifs, Slack ou autres. C'est juste la slide d'après. Et quand est venu donc ça c'est voilà l'identité aujourd'hui actuellement qui est à la fois celle d'Elson et de Tac Tac Tac. Et on va arriver jusqu'à Oreille Curieuse, qui est le totem qu'on a donné du coup finalement à ces anciens apprenants. Mais aussi à notre réseau en fait. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la radio, et donc en fait, il y a tout un tas de pigistes, de gens qui travaillent pour la radio, pour le podcast aujourd'hui. Forcément qui se sont retrouvés dans le projet Elson, et cette notion du coup de collaborateurs formels et informels, elle s'est matérialisée à la fois avec des événements, mais aussi avec un comité d'écoute qu'on a mis en place il y a 1 an et demi, qui est composé d'une 20aine de personnes, dont 60% sont des anciens apprenants, dont certains se sont professionnalisés aujourd'hui. Et donc ça a été finalement un moyen aussi d'impliquer une nouvelle dynamique. On les invitait sur des événements, que ce soit au Paris Podcast Festival, au Salon de la Radio, pour prendre la parole, pour raconter en quoi en fait, qu'est-ce qu'ils trouvaient dans Elson et dans le fait de se réunir tous les 15 jours à écouter des podcasts, comment ça les professionnaliser, comment ça leur donnait un regard sur le podcast. Et donc aujourd'hui, avec certains d'entre eux, évidemment, on collabore sur de la prestation, sur de la formation parfois, sur des ateliers auprès des jeunes publics où là, c'est plus forcément nous en tant qu'associés ou fondateurs qui allons faire ces prestations-là. Et donc, c'est en fait une notion assez élargie de collaborateurs, contributeurs, etc. Et de la même manière que sur l'aspect technologique, c'est toujours avec Alexandre, avec qui j'ai travaillé, j'ai appris à coder au wagon en 2017, qui aujourd'hui est aussi toujours un collaborateur freelance d'Elson. Et pour nous, c'est un axe aujourd'hui. On voit aussi que il y a des choses qui, peut-être on va parler des clients après. Tu me disais collaborateurs. Oui, en termes d'organisation, alors forcément, on a eu notre première salariée qu'on a embauchée l'année dernière. Et en fait, à ce moment-là, on s'est posé la question de quels allaient être les critères, quels allaient être le mode d'organisation. Forcément, organisation dématérialisée avec les confinements. Mais par exemple, pour nous, c'était important qu'il y ait ce rapport à la pédagogie. Qui soit fort, le rapport à la communauté. Donc Juliette était chargée de communication, mais elle pilotait à la fois la communauté et aussi le volet administratif de l'organisme de formation, et en même temps aussi Elson et la curation. Et donc elle avait un profil double. Et en fait, nous aujourd'hui dans les collaborateurs qu'on cherche, forcément, alors même si au départ ils ne sont pas forcément auditeurs de podcasts, etc., mais il y a cette goût quand même sur la pédagogie, sur l'envie de transmettre. Et il y a aussi cette idée de consommer des médias, quels qu'ils soient, mais d'avoir un rapport avec ce qui fait sens pour nous, la transmission de contenu, de divertissement, de savoir, de culture. Donc là, en fait, on voit bien dans ce que tu dis que l'identité, c'est un point fondamental, qu'il y a un aspect très fort sur les enjeux pour les collaborateurs, qui est une notion très étendue, puisqu'il y a des gens qui peuvent être recrutés. Il y a aussi ce comité d'écoute qui est quelque chose qui est assez intéressant et qu'on ne retrouve pas forcément par ailleurs, et qui rentre dans ce qu'on va qualifier de la ressource collaborateur. Il y a l'impact sur les clients et finalement la fluidité qu'il y a parce que les offres sont aujourd'hui réunies et qu'un client peut facilement passer d'une offre à l'autre. Et sur le sujet d'organisation, l'identité a aussi une influence assez nette parce qu'il faut que l'organisation réponde à ces impératifs. Oui. Tout marche avec, par exemple, maintenant sur l'approche qu'on a avec la production de podcasts. En fait, souvent, nos premiers clients sont venus par la formation. Ils sont venus se former en groupe pour produire un podcast, pas forcément pour en déléguer la production, ou alors pour s'acculturer en vue de la déléguer. Et en fait, finalement, c'est à travers la formation qu'on a identifié 3 formats de podcasts à destination des entreprises, et de bien leur signifier ça, le podcast comme un média,
qui nécessite peut-être qu'ils ne le fassent pas eux-mêmes et donc une nature d'auteur, le podcast comme un outil de communication et de valorisation dans lequel ils vont être impliqués, et le podcast pratiquement en interne pour faire savoir avec une dimension forte pédagogique et des apprentissages qui ne sont pas les mêmes en fait. Et du coup, cette approche finalement qu'on a eue en formation, c'est une approche aujourd'hui qu'on a en production, et c'est de cette manière-là qu'on voit de plus en plus d'ailleurs les vases communicants entre les deux, et aussi le fait qu'aujourd'hui, des entreprises ou des marques qui veulent lancer un podcast se posent peut-être la question de finalement quelle voix elles ont à avoir et quelles compétences elles doivent peut-être internaliser aussi. Ok, merci Karine. Philippe. Merci à toi Mathieu. Merci beaucoup Karine. C'est très intéressant et ça fait écho à la fabrique des formats, qui est aussi à la fois un fonds d'investissement sur le développement et un organisme de formation. Et donc, cette double compétence, je dirais, a progressivement fait prendre conscience aux différents acteurs que, au fond, on était une vraie filière concernant les formats, ce qui n'était pas évident au départ. C'est-à-dire qu'il y a, comme chez vous, une activité collective qui est nécessaire à un moment ou à un autre, qui doit être portée à un moment ou à un autre. Et nous avons, comme vous aussi, des Fab Labs dans des universités où nous allons chercher des nouveaux talents, nous développons de la formation professionnelle, et nous finançons plutôt le développement des projets que pour le moment la production, puisque la production, on essaie de mobiliser d'autres ressources. Mais c'est intéressant ce parallélisme. Il faudra probablement, Mathieu, qu'on te propose aussi une illustration par le processus de création d'un format et d'une société qui le porte, de telle manière que tu vois aussi de ce côté-là comment les choses se passent. Tout à fait. Merci beaucoup. Mathieu, pour une conclusion, fermer la partie présentation, Philippe, la suite éventuellement, ce qu'on envisageait entre la fabrique et l'observatoire avant d'ouvrir aux questions. Oui, passons aux questions et puis on terminera sur notre coopération éventuelle qui peut intéresser tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette notion centrale de l'immatériel et la manière de construire au fond sa vision de l'entreprise, et une vision de l'entreprise qui permette de séduire les partenariats, les financements, etc. Qui veut prendre la parole ? Alors, allumez votre micro pour prendre la parole. Pourtant, vous êtes nombreux. Vous êtes au moins combien ? 20 ? Un peu plus de 20, oui. 26. Alors, Francis Rowe. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette excellente présentation. Donc, en fait, je suis concerné par un certain nombre d'aspects de ce que vous avez expliqué. D'abord parce que j'ai fait toute ma carrière dans la presse. J'ai terminé comme patron de chaîne de télévision et que je suis aujourd'hui impliqué également. J'ai revendu mes affaires il y a quelques années et je m'occupe plus particulièrement aujourd'hui de production de documentaires ou de films de cinéma pour lesquels je travaille comme directeur de production. Et conjointement, donc j'ai eu l'occasion d'organiser il y a 2 ou 3 ans, en tout cas de participer il y a 2 ou 3 ans à l'organisation d'une conférence avec Monsieur Julia. Donc je travaille actuellement sur ces sujets, sur l'immatériel, parce que j'ai terminé ma carrière de juge. Donc j'ai été juge consulaire pendant 26 années et j'ai considéré à un moment donné que tout ce qui touchait à l'immatériel était particulièrement important, notamment dans le cadre de cessions d'entreprises, de transferts, de transmission, etc. Et donc, mes fonctions de juge et mes fonctions professionnelles m'ont amené aujourd'hui à participer à votre réunion
Je n'ai pas de questions particulières, je souhaite simplement pouvoir continuer à être au courant de votre activité pour parfaire mes connaissances en la matière. Donc j'ai effectivement été dirigeant d'entreprise pendant toute ma carrière, depuis l'âge de 25 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai bien compris. D'ailleurs, moi je ne parle pas d'immatériel lorsque je discute avec des entrepreneurs, lorsque je parle de valeurs globales, entre les valeurs tangibles, si vous voulez, ce que j'appelle moi le passé, d'une certaine façon, et l'avenir, c'est-à-dire la capitalisation immatérielle de l'entreprise à travers tout ce que vous avez développé dans vos différents slides, les ressources humaines, etc., la marque et ainsi de suite. Donc évidemment, lorsque j'entends la dirigeante, le podcast, j'en ai fait du podcast, effectivement, tout ça me parle, si vous voulez. Donc je voulais simplement apporter un témoignage sur tout l'intérêt de votre travail, les uns et les autres, et j'espère pouvoir continuer à vous suivre, mais je n'ai pas de questions particulières. Je pense que d'ailleurs, dans mon intervention, il y a toutes les questions possibles et imaginables que vous pouvez continuer à développer. Merci beaucoup pour En tout cas, merci pour votre travail. Est-ce que parmi les producteurs venant du SPECT ou du SPI, donc de producteurs de format de flux ou de format de stock, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Le succès est éblouissant. Bon, vous avez tout dit. Non, mais encore une fois, c'est la difficulté des premiers pas. Et Mathieu connaît bien aussi cette démarche. C'est que c'est un secteur qui doit aujourd'hui se convertir à l'économie de l'entreprise et non pas uniquement à l'économie des contenus. Et cette mutation est complexe, mais elle est absolument nécessaire aujourd'hui. Dans notre démarche pour la filière des formats, on travaille autant sur le financement des contenus que sur le financement des entreprises. On considère que le continuum contenu-entreprise doit être absolument garanti et nous paraît tout à fait important. Et donc, c'est pour ça que nous avons successivement eu des masterclass avec l'IPSIC, avec la BPI. C'est des sources pour nous tout à fait nouvelles de financement, puisque jusqu'à présent, on était uniquement branché sur le CNC. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, avec le format audiovisuel, que ce soit de stock ou de flux, d'aller chercher de nouvelles sources de financement et d'avoir une approche un peu nouvelle. Nouvelles sources de financement parce que d'abord le CNC ne s'intéresse pas au flux, comme vous le savez, uniquement au stock, et d'autre part le CNC finance en gros la première saison, alors que ce qui caractérise le format, c'est qu'il y a plusieurs saisons. Donc il faut qu'on soit capable de financer ces différentes saisons. Et troisièmement, vous savez bien que le CNC n'est pas structuré pour encourager l'exportation, alors que par principe le format est quelque chose de pensé pour l'export sur les différents marchés. Donc tout cela nous oblige, à partir du moment où on est dans le format, nous oblige à penser différemment. Et évidemment, tout cela prend un peu de temps en termes de maturation. Moi, j'ai travaillé, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des fonds européens. Oui. Et je ne sais pas si vous les maîtrisez, si vous avez déjà eu l'occasion de monter des dossiers FEDER, par exemple, ou Alcotra. Moi, oui. je travaille beaucoup avec l'Italie, par exemple, sur des émissions bilingues télévisuelles pour la télévision. Donc, il y a aujourd'hui la nouvelle séquence 2021-2027 qui vient de s'ouvrir. Oui. Et il y a là également des opportunités dans le domaine de l'audiovisuel de trouver des ressources
comme porteur de projet. J'ai été chef de file sur un projet européen, sur un projet FEDER d'émissions de télévision bilingue, avec des chaînes françaises et italiennes il y a quelques années. Donc, on est en train d'ailleurs, avec un certain nombre de mes associés, de mes partenaires, de renouveler cette expérience, parce que vous parliez de savoir-faire. Alors, il y a le savoir-faire, et comme on est dans l'audiovisuel, il y a également la nécessité de faire savoir. Absolument. Et en l'occurrence, c'est une opportunité de développement et d'apporter un message aux citoyens, si vous voulez, sur l'existence de cette Europe, de ce que j'appelle l'Europe de la proximité, par exemple. Voilà un exemple très concret. Moi, je travaille avec le CNC, par ailleurs, hein, donc je travaille actuellement sur des projets de films. On est sur un film de cinéma qui va sortir au mois d'août, donc où, indiscutablement, le CNC, qui d'ailleurs surfinance actuellement, hein, le cinéma et l'audiovisuel, avec des crédits d'impôt, etc. Vous connaissez tout ça. Et le CNC, dans sa fonction, dans sa mission, je travaille avec eux. Et par ailleurs, avec des ressources à aller chercher, notamment, moi j'habite en Savoie, je suis transfrontalier avec l'Italie. Et depuis ma proximité, si vous voulez, ça me permet de travailler sur des ressources éditoriales, un podcast, etc. Donc, sur tout ce qui touche à la dimension alpine transfrontalière. Nous étions d'ailleurs hier avec le président Renaud Muselier. Monsieur Ross, j'ajoute que parmi nos interlocuteurs, nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir à la fois un tissu de PME extrêmement dynamique et aussi des startups, notamment venant de la génération qui vient du numérique, et aussi des grands groupes, des licornes. Oui. Sa fédération, évidemment, qui a pris beaucoup d'avance en ce qui concerne la capacité à financer et à construire les grandes séries et les grands formats de séries de fiction. Et puis aussi ne pas oublier des groupes comme Banijay, qui est en France et dans le monde maintenant le plus grand groupe de production de flux au monde. Il est en France. C'est une vraie, c'est des révolutions très importantes. Mais je vois qu'il y a des personnes qui veulent intervenir. Tout à fait. Et juste, j'ai affiché, là, vous devez la voir, la slide sur le contexte européen. Effectivement, il y a un gros projet qui vient de se lancer dont il faut se saisir. Donc Charlotte posait une question dans le film sur la protection de la valeur des entreprises par rapport à la production en tant que telle. Effectivement, c'est l'objet de ce qu'on a traversé. Le flux, c'est un élément transitoire dans la filière. Chacun saisit à un niveau différent dans la filière. Et là, ce dont il est question aujourd'hui, c'est de se dire, OK, le format en tant que tel a une valeur qui se développe au cours du temps. Par contre, les entreprises qui travaillent sur le format, elles aussi ont de la valeur, ont des choses à faire valoir auprès d'investisseurs comme BPI, surtout dans le contexte actuel. Et l'intérêt, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on arrive à démontrer sa valeur? C'est en travaillant sur les sujets du matériel. Émilie, est-ce que tu es encore en ligne et disponible éventuellement? Ouais. De la vision de BPI justement sur l'immatériel à nouveau, au-delà du sujet du financement, et comme tu peux être sollicité sur les dossiers avec l'expertise que tu as sur ces sujets-là. Oui, merci Mathieu. En tout cas, franchement, bravo. Merci notamment à Karine aussi pour son intervention. C'était totalement, je pense, dans le spectre de ce qu'on peut rechercher chez BPI France. Alors moi, c'est vrai que j'ai un tropisme parce que j'appartiens à la direction de l'innovation. On l'a évoqué tout à l'heure, la direction de l'innovation par rapport aux industries culturelles et créatives. Pour moi, c'est en fait des opportunités de financement qui sont liées au fait que, quelque part, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de drainer, de faire en sorte qu'il y ait un effet qui draine des retombées pour tous, à la fois au niveau économique, croissance, amélioration du capital humain, etc. Et en fait, l'innovation, on va dire que c'est une tendance, mais une tendance fortement installée depuis maintenant de nombreuses années. Et que cette tendance, elle est opportune et de fait, elle permet aussi de lever des moyens de financement importants. Elle est aussi très normée.
Je ne veux pas ces détails, mais en fait, il y a ce qu'on appelle une réglementation des aides d'État qui, justement, en gros, va pousser à libérer la capacité de financement et la prise de risque de certains États, mais sous réserve, en contrepartie, qu'on ait bien de la part des bénéficiaires d'une part la volonté effective de prendre ce risque, c'est-à-dire d'aller sur des sentiers qui sont pas forcément battus, mais au contraire d'être un peu pionnier, d'aller tenter des nouvelles choses, finalement faire ce que l'homme fait depuis des milliards d'années, enfin des milliards pas encore, mais en tout cas des millions et des millénaires, c'est-à-dire créer et se dépasser. Et donc, en fait, BPI France se saisit aussi de ce sujet-là. Et en fait, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de profiter de ce contexte européen favorable au soutien de l'innovation, de trouver donc des cadres, des normés qui nous permettent d'ouvrir le champ habituel d'un certain nombre de notre offre qui est plutôt dédiée à la techno, on va clairement le dire, et de l'ouvrir aux industries culturelles et créatives pour la partie financement. Et puis il y a la partie investissement également qui s'empare de ce sujet-là et qui voit bien en fait, c'est plutôt bénéfique, que c'est une tendance qui donne de la pérennité à long terme. C'est bien le propos aussi. On est là sur une vision qui est long terme et qui cherche à apporter de la valeur, à créer l'immatériel, de la croissance, etc. On a parlé de raison d'être tout à l'heure. La raison d'être de BPI France, elle est réaffirmée. C'est d'oser accompagner d'accompagner les entreprises pour qu'elles osent finalement grandir. Et en cela, BPI France en fait est un acteur qui est là pour servir l'avenir. Donc on est vraiment sur des tendances où on va chercher des retombées à moyen long terme. Et donc, voilà, il y a tout un contexte favorable avec cette part de financement et donc cet intérêt de l'investissement aller sur les industries culturelles et créatives. Et la contrepartie qu'on attendra, c'est en fait la prise de conscience des acteurs qui portent ces innovations. Donc les entreprises, chez BPI France, on s'adresse à une cible qui sont les entreprises. Et donc la prise de conscience par les entreprises qu'il faut apporter un certain nombre de garanties. Et donc, tout comme Karine a pu le faire et en parler, que les entreprises se sont emparées de ce qui finalement faisait leur singularité, leur force, et de ce qui va constituer pour BPI France une garantie. Je dirais une garantie qui sera souvent immatérielle, mais du fait qu'on peut y aller, on peut financer, on peut investir, parce que l'entreprise en face, elle nous apporte une garantie, qu'elle a effectivement travaillé sur son identité, qu'elle a identifié les actifs immatériels sur lesquels elle peut se baser. Et au-delà d'une hypothèque ou d'autres sûretés réelles qu'on pourrait imaginer, aujourd'hui, la sûreté immatérielle, entre guillemets, elle devient vraiment une recherche de la part des financeurs ou des investisseurs. Donc, ce qui finalement est un peu business as usual dans le domaine techno est en train de se transposer aussi dans un domaine qui est l'audiovisuel ou les industries culturelles et créatives de manière générale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va rechercher à voir dans quelle mesure les acteurs ont pris conscience que lorsqu'il y a des enjeux de marque, est-ce que la marque va être déposée, là, pour revenir au sujet de propriété intellectuelle, dans quelle mesure il y a un alignement finalement avec ce qui est la vraie capacité d'innovation, de création, la vraie singularité des différents porteurs, et puis finalement une protection ou en tout cas une capacité, encore une fois, de l'entreprise à se raconter sur cette singularité. Donc, à la frontière, il y a effectivement la propriété intellectuelle, mais il y a d'autres outils. Mais la première étape, c'est vraiment cette capacité à être conscient et à se dire, finalement, ma force, c'est quoi ? C'est ce qu'a raconté Karine, encore une fois, sur le côté un peu do-it-yourself du départ, avec les photos, etc. Et puis qui, finalement, petit à petit, devient un vrai actif, une identité, quelque chose qui fait qu'on a une garantie
Et on a de quoi finalement rassurer en face un investisseur, un financeur, et lui dire en gros tu peux y aller, là tu es sûr qu'on va créer de la croissance et de la retombée à long terme. Émilie, juste par rapport à ce que tu disais, et je fais le lien avec la question de Charlotte, finalement, là, l'intérêt de la vision propriété intellectuelle, qui est une vision parmi d'autres, c'est que c'est un outil qui permet aussi de démontrer qu'on a le contrôle de ses ressources immatérielles et qu'on a mis en place des moyens d'organisation, de gestion. Le sujet, c'est pas forcément d'être propriétaire, parce que Charlotte, dans sa question, parle de possession, mais c'est avant tout le contrôle. Parce qu'une entreprise, elle est capable de démontrer qu'elle contrôle les éléments qui favorisent sa croissance. C'est bien ce qui est important, finalement, pour BPI, de montrer qu'on arrive à ça. Oui, tout à fait. Bon, quand on est dans un contexte d'entreprise, forcément, on pense compétitivité, concurrence, etc. Donc, on a parlé de singularité tout à l'heure. Le contrôle, pour moi, il s'exprime aussi dans le fait qu'on est capable d'énoncer sa singularité et un minimum de la protéger aussi, enfin, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle soit contrôlée. Comme tu le dis, Mathieu, c'est pas nécessairement d'aller chercher des outils d'appropriation à tout va, mais c'est d'avoir une stratégie qui est construite sur ce sujet-là. Tu as parlé de pizza aux truffes tout à l'heure. Je suis moi-même une fervente. Et d'ailleurs, j'ai aussi une pizzaïolo pas très loin qui en fait. On a clairement autour d'un sujet de cuisine ou de gastronomie, par exemple, ce qu'on appelle le savoir-faire, voire même le savoir qui est lié à la personne, donc à un geste ou autre. On a là-dedans des choses qui ne sont pas forcément protégeables en tant que telles. Pour autant, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'un pizzaiolo, effectivement, il a un tour de main, rien ne l'empêche de le transmettre. Si on se dit que, toujours pour rester, enfin, je sais pas, je vais essayer d'être compréhensible, mais toujours pour rester dans le sujet culinaire, gastronomique, je pense à par exemple la Mère Poulard. Je ne sais pas si vous n'êtes jamais allé au Mont-Saint-Michel, mais il y a le clapotis des fouets des personnes qui continuent de perpétuer cette recette un peu ancestrale. On est sur finalement à la base un geste qui était très attaché à une personne et dont on s'est rendu compte que c'était finalement tout ce qui faisait la singularité et la richesse d'une recette. Et c'est devenu une marque, c'est devenu une institution. Et tout ça ne vit que grâce à la stratégie qui a été de dire j'ai un geste, j'ai un savoir-faire. La question n'est pas de est-ce que je vais prendre un brevet, une marque, machin ou autre, mais comment je fais pour le transmettre et faire en sorte que du coup, toute mon entreprise et mon exploitation, ma valorisation passe autour de la transmission de ce geste. Donc, exit les enjeux à tout prix d'appropriation. Pour vous dire, par exemple, chez BPI, on a, y compris sur les sujets techno, pas forcément besoin de voir en face d'un financement un brevet, une marque ou que sais-je. Mais ce qu'on va demander avant tout, c'est de vérifier que l'entrepreneur s'est posé, a formalisé une stratégie vis-à-vis de ses actifs, les a identifiés, en a pris conscience et a fait un choix en toute connaissance de cause d'une appropriation, le cas échéant, d'une transmission, d'une valorisation, que sais-je, mais en tout cas que ça a été pensé en fait. C'est très intéressant, c'est très important ce que vous dites, Émilie, parce que en fait, c'est un secteur, l'audiovisuel, et notamment dans le cadre des formats, où on a appris à raconter l'histoire de contenu. Mais on n'a pas appris à raconter l'histoire d'une entreprise. Et il faut que l'on soit maintenant capable de raconter l'histoire de l'entreprise qui porte ces contenus. Et c'est tout le travail qu'on va essayer, je pense, avec Mathieu et vous tous, de prolonger au-delà de cette présentation à travers peut-être des formations. Veux-tu conclure, Mathieu, sur les formations ? Alors, peut-être juste rapidement, Benoît, tu es là encore ou pas? Alors, oui, bonjour, rebonjour. Non, je suis très intéressé par tout ce que tu viens de dire, Émilie, et ce que vous venez de souligner, monsieur, parce que c'est ce travail sur
décorréler la création, l'œuvre et de l'entreprise, la production qu'il produit, je pense que c'est intéressant sur la partie financière, parce que tu n'as pas abordé ce sujet, Émilie, mais beaucoup des sujets dans ces boîtes de production, que ce soit des œuvres de commande ou des créations pures, c'est de bien valoriser économiquement leur travail. Et il y a un énorme sujet. Le parallèle, et tu veux passer vite, Mathieu, mais je trouve que le travail qui a été fait sur Cap Immatériel est très très intéressant il y a quelques années par l'Observatoire. C'est un outil remarquable. Qui est oublié, caché dans les méandres des sites de Bercy, qui a un défaut, c'est son ergonomie du site, qui est quand même pas terrible, parce qu'il faut vraiment rentrer dedans, mais l'outil est remarquable, et quand il est sorti, il y avait un certain nombre de patrons qui expliquaient comment ils se servaient des immatériels pour pouvoir argumenter un prix auprès de leurs clients, et pour pouvoir argumenter des mauvais résultats auprès de leurs banquiers, pour pouvoir justifier une ligne de crédit supplémentaire. Pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment à regarder. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, vous ne pourriez pas, enfin en tout cas dans les travaux, essayer d'utiliser ce raisonnement pour l'appliquer donc aux industries créatives et culturelles, pour aider les producteurs à bien justifier leur prix et à bien justifier, même auprès de l'État, qu'un film, une œuvre, et puis pour ma part, un festival, ça coûte plus cher que ce qu'on veut bien le financer aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est un axe qui me semble très intéressant. Et puis, peut-être, avant de laisser la parole pour terminer à Mathieu, je voulais juste insister sur le fait que nous expérimentons aussi dans le pilotage de la fabrique des formats je dirais le fait de réunir autour de la table, ce qui facilite aussi le travail des producteurs, les différentes sources de financement. Et nous avons à la fois autour de la table, dans notre comité de sélection et d'investissement, à la fois le CNC, une Sofica, le représentant du Crédit Impôt Innovation, le Nicolas Parpex pour la BPI, Sébastien pour l'IFSIC, et des fonds aussi étrangers comme ou à l'image le fonds belge ou un fonds comme Québecor au Canada. Et cette réunion-là est très importante parce que ça permet d'abord d'approcher toutes les dimensions du contenu et de l'entreprise qui les porte et d'essayer de trouver des solutions qui inscrivent tout cela dans un continuum financier. Voilà. Merci Philippe. Donc pour conclure là, alors effectivement, vous voyez la slide à l'écran, je pense. L'idée au-delà de la masterclass qui nous a permis de parler de beaucoup de sujets de manière très légère, on n'est pas rentré dans le détail, on a abordé plein de choses, c'est de se dire mais est-ce qu'aujourd'hui la filière de l'audiovisuel va et souhaite se saisir du sujet de l'immatériel compte tenu du contexte, il y a le plan de BPI, mais il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que BPI, il y a beaucoup de sujets. Et donc pour la suite, c'est un peu un champ ouvert. Il y a des choses à construire. Côté observatoire, on s'organise pour travailler sur différents sujets, ce que je vous disais en entrée en vous le présentant. Donc ce qu'on aurait en tête, selon ce que la fabrique veut faire avec son écosystème, c'est de proposer éventuellement de construire une formation sur ces sujets-là, pour doter les acteurs des arguments, des outils, des connaissances pour utiliser l'aspect immatériel dans ces différentes démarches, avec les acteurs comme BPI, les financeurs, avec les acteurs de la comptabilité, en tout cas de s'approprier le langage de l'immatériel dans sa pratique et, je dirais, travailler sur sa compétitivité avec ce langage-là. Très bien, Mathieu. En tout cas, c'était très intéressant, à la fois évidemment ton intervention tout au long de la masterclass et puis les interventions des différents partenaires et invités que tu avais proposés. Je regrette un peu qu'on n'ait pas beaucoup plus de notre côté de réaction, mais je pense qu'il faut aussi mûrir, digérer ces notions nouvelles et puis bien les intégrer à la compréhension
de l'évolution des contenus et des entreprises. La première masterclass qu'on a faite avec la BPI, il y avait peu de monde, et puis la masterclass précédente, il y en avait 45. Donc, ce qui montre que la marge de progression concernant l'immatériel et l'observatoire de l'immatériel va être fulgurante. Merci beaucoup à tous, en tout cas, et à toutes. Et à très bientôt. On vous fera suivre tous les éléments qu'on verra avec Mathieu. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Au revoir, Mathieu. à bientôt.